Al24 News, bienvenue à vous pour une édition spéciale. Ils sont plusieurs Européens à se rendre à Washington aujourd'hui en soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky pour des discussions avec le président américain Donald Trump. En effet, il y a panique dans la demeure Europe après le sommet d'Anchorage en Alaska, les accolades entre Trump et le président russe Vladimir Poutine. Ce qui inquiète les représentants de l'UE, Poutine et Trump, en amorçant une sorte de réconciliation, laisserait l'Europe désemparée en ce qui concerne aussi la nouvelle forme de la relation américano-européenne. On va s'interroger bien entendu. Moscou, Washington alignés. Finalement, c'est le retour de la réelle politique ou la douche ukrainienne pour l'Europe. Et face à l'inévitable évolution du monde et la volonté des puissances des grandes nations, pas de place pour celles de moindre importance que Paris, Berlin, Londres, Rome sont en train de petit à petit de conclure. On va en parler en tout cas de ça et de toutes ces thématiques. À tout de suite. Trump, donc en maître de séance aujourd'hui face à des Européens faisant bloc autour de Zelensky et Poutine d'un autre côté imposant finalement son schéma en Ukraine et sur l'échiquier international, ce qu'on pourrait appeler l'inévitable évolution du monde. En tout cas, on va se poser la question durant 7h30 avec nos invités. Tout d'abord, Nicolas Merkovitch, bonsoir. Bonsoir. Géopolitologue, auteur de plusieurs ouvrages, dont le fameux chaos ukrainien. Donc vous avez beaucoup de choses à nous dire concernant ce dossier. À tout de suite. À tout de suite. De Suisse, Genève, pour être précis, il est expert en relations internationales, journaliste et observateur de la politique russe. Guy Mettan me dit qu'il sera avec nous dans quelques secondes, donc on en parlera avec lui également durant 7h30. Et également pour clore le trio, Manuel Pouchelet, qui n'est pas un inconnu ici à Al24 News, qui est expert en questions géopolitiques et questions internationales. Salutations Manuel Pouchelet, bienvenue. Bonsoir monsieur et merci pour votre invitation. Bonsoir à vos invités. Bienvenue. Alors, rentrons vite dans les débats. Est-ce qu'on est en train de vivre un basculement géopolitique après la rencontre d'Anchorage entre Poutine et Trump? Un basculement qui sera confirmé peut-être par la réception des Européens à Washington aujourd'hui. On va poser la question également à nos interlocuteurs du jour, bien sûr. Mais avant, faisons un résumé avec Souila Kilel. Donald Trump et Volodymyr Zelensky exposeront certainement ce soir à la Maison-Blanche des visions opposées d'une possible issue au conflit en Ukraine. Sur son réseau Truth Social, le président américain a martelé que le chef de l'État ukrainien pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le voulait. Trump, qui n'a jamais attribué la responsabilité du conflit à Moscou, n'a pas décroché comme il l'espérait un cessez-le-feu et n'a obtenu aucune concession de Vladimir Poutine après une rencontre vendredi en Alaska. En rentrant d'Alaska, Donald Trump a évoqué la piste d'une clause de sécurité collective inspirée de l'article 5 de l'OTAN, en dehors toutefois du cadre de l'Alliance Atlantique considéré par Moscou comme une menace existentielle. Sur la question de la Crimée, Donald Trump soutiendrait une proposition de Moscou selon laquelle Kiev céderait les régions de Donetsk et de Lugansk et le front serait gelé dans celles de Kherson et de Zaporizhia. L'émissaire américain Steve Witkoff a quant à lui assuré que Moscou avait fait certaines concessions territoriales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté cet après-midi Donald Trump à exercer la paix par la force contre la Russie, reprenant les termes utilisés par le dirigeant américain avant même la réunion à la Maison-Blanche. Dans une démonstration de solidarité, Volodymyr Zelensky est accompagné dans la capitale américaine par plusieurs responsables européens, du chef de l'OTAN Mark Rutte et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
Sur le terrain, la réalité est tout autre. L'Ukraine perd du terrain et la Russie progresse lentement, mais sûrement exploitant ses atouts en hommes et en puissance de feu. Poutine se dit prêt à poursuivre le combat jusqu'à ce que ses objectifs militaires soient atteints. L'armée ukrainienne a annoncé lundi que ses drones avaient frappé une station de pompage de pétrole dans la région russe de Tambov, entraînant la suspension des approvisionnements via l'oléoduc Druzhba. Voilà, en guise d'introduction avec ce papier qui résume justement ce qui est en jeu aujourd'hui avec la réception des leaders européens et de Volodymyr Zelensky à Washington, un papier signé Souila Kidel. Alors des Européens, on l'a dit, en bloc autour du président ukrainien Zelensky pour tenter de peser peut-être sur le dossier ukrainien, mais tout a été décidé en Corrège, disent les mauvaises langues. Finalement, quelles cartes ont les Européens pour peser dans les discussions, Nicolas Merkovitch? Commençons par vous. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de cartes aujourd'hui dans la négociation actuelle entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On se souvient très bien qu'il y a encore quelques semaines, Donald Trump est arrivé aux Pays-Bas et il a intimé tous les pays européens membres de l'OTAN d'augmenter leur budget pour la défense à hauteur de 5% du PIB. Il n'y a eu aucune discussion, aucune négociation. On sait que quasiment aucun pays de l'Union européenne, membre de l'OTAN, ne peut atteindre cet objectif, mais Donald Trump a dicté ces termes. Et n'oublions pas que dans l'histoire entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est en général comme ça que ça se passe. Washington dicte et l'Europe suit. Maintenant, on est dans un cadre un peu particulier parce qu'on sait que l'Union européenne n'aime pas Donald Trump. On l'a vu pendant son premier mandat, on l'a vu pendant l'élection. Il y a, on va dire, les plus fanatiques des atlantistes qui, paradoxalement aujourd'hui, sont en Europe alors que normalement ils sont à Washington. Alors, il y en a encore quelques-uns à Washington, mais ceux qui en entendent plus sont en Europe. L'Union européenne veut continuer la guerre. Ils ont été très clairs après la discussion qui était plutôt encourageante qu'il y a eu ce week-end entre Poutine et Trump. Tout de suite après, des responsables européens, dont le président Macron, le Royaume-Uni, Starmer, l'Allemagne ici, ont signé un document disant qu'ils voulaient continuer à aider l'Ukraine, que l'Ukraine devait décider si oui ou non elle était prête à se séparer de ses terres, qu'il fallait inviter l'Ukraine à la table des discussions. Alors que tout ça, c'est un peu du verbiage. Nous savons que les vrais responsables de cette guerre sont à Washington. Alors, ce n'est pas Donald Trump, c'est clair, mais c'est bien Washington qui a déclenché le coup d'État du Maïdan, qui a soutenu un coup d'État pour renverser le gouvernement démocratiquement élu de Yanukovych en 2014. Et suite à ce coup d'État, on sait qu'il y a une guerre civile entre Ukrainiens. L'arrivée de la Russie est plus tard. Aujourd'hui, les États-Unis veulent se sortir de ce bourbier parce qu'ils ont cru qu'ils allaient pouvoir continuer à intimider la Russie. Ils n'y arrivent pas. Et les Européens qui ont toujours suivi les Américains, ils ne comprennent pas que ce modèle, cette façon de faire des Américains, de s'immiscer dans la politique de nations souveraines, de déclencher des guerres, ce que les Américains ont fait plus de 500 fois. Depuis leur déclaration d'indépendance en 1776, les Européens ont toujours suivi, en tout cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, ils n'y arrivent plus. Donc, on a le problème, c'est qu'on a les plus fanatiques qui sont en Europe, qui veulent poursuivre la guerre, et aujourd'hui, ils veulent peser dans la discussion. C'est Washington qui va décider. Qu'est-ce qui peut se passer? Ou alors Trump va, comme pour l'OTAN et le budget des 5% du PIB, dire aux Européens, c'est comme ça, et d'ailleurs, Trump a bien dit, Zelensky a les clés en main. S'il veut mettre fin à la guerre, il peut le faire tout de suite, et on imagine que c'est suite aux discussions de Trump et de Poutine. Ou alors, et c'est ce que peut-être il y a le plus probable, ou alors, ce qui pourrait se passer, donc c'est une autre hypothèse, c'est que les Européens, les plus fanatiques des atlantistes, des mondialistes, poursuivent la guerre. Trump lui dirait, écoutez, moi j'essaie de faire le maximum que vous pouvez, je discute avec Poutine, il peut se mettre d'accord avec Poutine sur plein d'autres sujets, parce qu'il n'y a pas que le sujet ukrainien qui a été discuté à Anchorage, il y a les terres rares, il y a l'énergie, il y a les missiles à moyenne et longue portée, il y a la Chine, il y a l'Iran, le Moyen-Orient, tous ces sujets-là, il peut très bien dire, écoutez, moi, les Européens veulent poursuivre la guerre, et les Européens reprendraient le fardeau de cette guerre. On ne sait pas comment ils le feraient, mais ils pourraient le reprendre, et les États-Unis se désengageraient. Ça serait un prétexte pour les Européens aujourd'hui, dans la situation politique, économique et sociale est catastrophique, vraiment catastrophique, à travers quasiment toute l'Europe. Ça serait l'occasion pour les responsables politiques de parler de guerre, de se focaliser sur la guerre, de lever, ils parlent aujourd'hui de 800 milliards d'euros pour faire la guerre, pour faire oublier la situation vraiment mauvaise dans laquelle se trouvent les Européens, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la recherche et de l'investissement, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la sécurité. C'est un des projets de ces fanatiques européens au sein de l'Union européenne.
Merci Nicolas Mercovici. On va poser la question à Manuel Pouchelet. Manuel Pouchelet, finalement, peut-être, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez. Tout a été décidé en Corrège. Et à quoi s'attendre aujourd'hui avec la réception des leaders européens et de Volodymyr Zelensky à Washington? Moi, je pense que Donald Trump, en fait, il est en train de faire le point avec l'Europe, qui était la grande absence à Anchorage. Et je tiens à le dire, à Anchorage, ils n'ont pas vraiment parlé de la paix en Ukraine, ils ont plutôt parlé des nouveaux contrats pour la société Exxon, qui a été signé d'ailleurs dans l'avion retour de M. Poutine pour l'exploitation de gisements en Sibérie. Maintenant, en ce qui concerne, si vous voulez, ce qui vient d'être dit, et je rejoins en tout point, plusieurs choses. Donald Trump et les États-Unis en général, au cours de leur histoire relativement récente, se sont toujours agacés de l'Europe et de leur tergiversation en ce qui concerne les conflits. On peut parler de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et encore plus récemment, le conflit dans les Balkans. Maintenant, de là, il y a plusieurs choses moi, qui m'interpellent, parce qu'on parle de l'Union européenne, mais moi je vous ferai remarquer que ce n'est pas toute l'Union européenne, c'est les Britanniques, les Allemands, les Français, et on y ajoute l'Italie, mais finalement l'Italie c'est une petite part, mais les plus motivés Il y a les Polonais aussi. Alors attention, les Polonais c'est un petit peu différent parce qu'eux ils sont directement exposés avec, vous savez, il ne faut pas l'oublier, 1938, la conférence de Munich et puis ce fameux corridor de Danzig. Ensuite vous y ajoutez les minorités aussi ukrainiennes qui se trouvent réparties, on va dire, sur d'autres pays européens et les plus, on va dire, ceux qu'on n'entend pas, mais qui sont aussi les plus exposés et pour des raisons historiques qui ont la grande crainte de la Russie, ce sont les pays baltes. Donc finalement, l'Union européenne des 27, elle se réduit à quelques acteurs clés. Et ça s'arrête là. Maintenant, l'Europe... Manuel Pouchelet, on a 1h30 pour parler d'histoire, c'est passionnant, mais première question, à quoi s'attendre aujourd'hui sur la rencontre du jour? Vous êtes un observateur de la situation et du dossier ukrainien. Oui. Vous attendez à quoi? Est-ce que les Européens vont se ranger sous la houlette de Trump et de Poutine, ou plutôt est-ce que, comme l'a dit Nicolas Mercovici, est-ce qu'ils vont continuer la guerre malgré tout? Moi, je pense qu'ils vont devoir être obligés de se ranger aux côtés de Donald Trump. Je rappelle qu'un élément de langage très important, Donald Trump a parlé de paix, il n'a pas parlé de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, de toute façon, la guerre se serait poursuivie avec forcément une victoire de la Russie. Donc je pense qu'ils vont être obligés de se démettre face à la volonté de Donald Trump. Pourquoi? Parce que Donald Trump est quelqu'un qui sait imposer ses vues, et je me permets de me répéter, tout comme l'a démontré l'histoire précédente. Voilà, les Européens, de toute façon, vont devoir s'exécuter. Ils n'auront pas le choix. Parce que tout ce qui a été dit, Donald Trump l'a dit d'ailleurs dans son vol en allant sur Anchorage, il a dit « Nous gagnons des milliards de dollars parce que les Européens nous achètent des armes ». Derrière aussi, les Européens sont contents de cette guerre parce que leurs industries fonctionnent à plein et certaines entreprises, notamment françaises, font plus de 70% de chiffre d'affaires. Donc si vous voulez, cette guerre, elle est profitable aux Européens, quoi que l'on en dise. Mais il y a aussi des détails importants, Manuel Pouchelet, lors de cette rencontre à Anchorage, des détails qui ont été remarqués, peut-être pas par tous. Lors de la conférence de presse de Poutine et Trump, Poutine dit que la Russie est une grande puissance, que l'Ukraine n'est pas. Peut-être que tout est dit concernant la vision trumpienne du dossier ukrainien. Tout est dit, tout est dit. De toute façon, M. Poutine d'ailleurs a parlé 10 minutes, M. Trump 5. Donc si vous voulez, il y a quand même, dans la déclaration de M. Poutine, il a également parlé de cette Ukraine qui pouvait nuire à sa sécurité. De toute façon, je pense qu'on est un peu dans une logique un petit peu particulière, qui est un mélange, on va dire, de ce que l'Europe a connu en 1945, ensuite de ce que la France avait connu avec la guerre de 1870 et la conquête des territoires, et d'ailleurs après ça a donné lieu à la Première Guerre mondiale. De toute façon, cette paix, vous savez, je ne pense pas qu'elle va s'inscrire dans la durée. Même M. Zelensky le dit, l'Ukraine le dit, y compris à l'appui de textes juridiques, elle ne peut pas se voir amputer des territoires parce que c'est contraire à sa constitution. Donc vous avez aussi ce problème juridique. Maintenant, de là à savoir qui va avoir le dernier mot, je pense que les États-Unis de toute façon sont en position de force puisqu'ils ont... C'est intéressant ce que vous nous dites, Manuel Pouchelet, là. Vous êtes en train de nous dire que la guerre va continuer, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un timbre trumpien sur le dossier ukrainien, mais dans le fond, les États-Unis d'Amérique vont continuer la guerre. Les États-Unis d'Amérique, vous savez, je vais vous citer ce qu'avait dit M. Kissinger. Il avait dit être un ennemi des États-Unis est dangereux, être son ami est fatal.
on en a la démonstration. Si les Européens, de toute façon, les Européens, ils veulent soutenir les Ukrainiens. Manuel Pouchelet, nous avons des images en direct, je suis obligé de vous interrompre parce qu'on voit là ces images qui arrivent directement de Washington, on le voit, où le président américain Donald Trump est en passe. Voilà, il accueille Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pour justement discuter et parler du dossier ukrainien. On le voit, hein, il y a peut-être un détail qui vous a échappé, mais le président ukrainien est costumé, il a délaissé son t-shirt habituel pour mettre, disons, un accoutrement beaucoup plus en phase avec la rencontre du jour, c'est-à-dire une rencontre où on va parler beaucoup de diplomatie et de la solution peut-être future de l'Ukraine. On a une heure et demie pour en parler, pour essayer de décrypter, de décortiquer le dossier en question. Il y a beaucoup de choses à dire. On a parlé des premières minutes de ce qui s'est passé en Corrège, parce que les grandes lignes de ce dossier ont déjà été peut-être esquissées. Manuel Pouchelet nous disait que lui ne croyait pas que la guerre était sur le point de se conclure et que peut-être qu'il y avait beaucoup de choses à baliser, à régler et à négocier. En tout cas, on va voir si Trump va réussir son coup de entre guillemets, jouer sa carte de paix par rapport à l'Ukrainien. On sait que les leaders européens ne le voient pas de cette manière-là, eux, qui veulent continuer peut-être le bras de fer avec Vladimir Poutine. Mais justement, comme l'a dit Nicolas Merkovitch, les Européens ne sont pas peut-être munis, ne sont pas peut-être consolidés, ne sont pas renforcés pour continuer la bataille avec Vladimir Poutine, le président russe. On va encore se poser la question. On se souvient la dernière fois, il y a 6 mois, l'affront qu'avait subi Volodymyr Zelensky dans ce même bureau ovale. Hein. Ne lésinons pas sur les mots, ce fut une humiliation inédite. Cette fois, le tête-à-tête entre l'Américain et l'Ukrainien pourrait également se passer peut-être dans une ambiance un peu peut-être électrique, un peu nerveuse, puisque Zelensky et Trump ne voient pas la solution ukrainienne, la paix ukrainienne selon le même angle, n'est-ce pas, Nicolas Merkovitch? Oui, c'est ça, ce qui est tout à fait intéressant. N'oublions pas que le début de ces négociations commence par un dialogue direct entre Poutine et Trump. Volodymyr Zelensky n'est pas présent. Donc, on sait très bien que c'est Washington qui décide ce qui va se passer à Kiev. N'oublions pas que l'ancien Premier ministre ukrainien, Mykola Azarov, lui-même avait dit que le président ukrainien était une marionnette des États-Unis. Alors, Zelensky a certainement un petit peu de latitude, il a de l'aide des Européens, mais à la fin de la journée, c'est quand même le président américain qui va avoir peut-être pas le dernier mot, mais en tout cas qui va avoir un mot prépondérant. Zelensky est en train de jouer là son va-tout. Aujourd'hui, si Trump arrive à imposer la paix négociée avec Poutine à Zelensky, cela peut être catastrophique pour lui. Et c'est ça ce qui est terrible pour le sort de ces personnes qui sont en train de se battre sur la ligne de front actuellement en Ukraine, c'est que Zelensky, ne l'oublions pas, et les Européens ont leur part de responsabilité, aurait pu garantir la paix. Il aurait pu éviter cette guerre juste en mettant en place les accords de Minsk. Peu de personnes en France, en tout cas ou dans les médias occidentaux, parlent de ces accords de Minsk aujourd'hui, signés Minsk II en 2015, qui donnaient une certaine autonomie aux régions de Donbass, mais qui laissaient ces régions de Lugansk et de Donetsk dans le giron de l'Ukraine. Et l'Ukraine reprenait le contrôle de sa frontière. Si Zelensky avait mis cela en place, si la France et l'Allemagne, garantes de ce traité, avaient obligé Kiev à faire sa part du travail et avaient négocié avec Moscou, il n'y aurait jamais eu de guerre et ces régions seraient dans le giron de l'Ukraine. Au lieu de ça, Zelensky s'est fait... Zelensky a suivi la voie des Européens, a suivi la voie de l'OTAN et a décidé de poursuivre la guerre. Il cède du territoire aujourd'hui, il va être l'homme le plus détesté de l'Ukraine parce que depuis des années, il est en train de dire à une partie, la fraction la plus extrémiste de sa population, qu'il faut faire la guerre. Des centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont pro-Zelensky, parce que n'oublions pas qu'il y a des Ukrainiens qui sont pro-russes, c'est le reliquat de l'histoire, eh bien, ce serait mort pour rien, pour ça. Zelensky serait donc, je pense, l'homme à abattre d'une partie de la faction la plus nationaliste de ces soldats, et il serait l'homme qui aurait perdu l'Ukraine. Il a besoin de cette guerre pour survivre, comme les Européens aussi, d'une quelque manière, ont besoin de cette guerre aussi, à cause de cette situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent, et ils préfèrent parler de la guerre que de parler de ce qui se passe, que de régler leurs propres problèmes. Zelensky il joue quasiment sa dernière carte. Derrière, Ursula von der Leyen a bien dit que l'avenir de l'Ukraine se jouait aujourd'hui
à Washington, et je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort, ou alors ils arrivent à changer le braquet et à convaincre Donald Trump qu'il faut revoir sa position, ou alors en effet c'est Trump qui va imposer les négociations déjà vues avec Poutine. Et n'oublions pas que aujourd'hui même, et je terminerai là-dessus, c'est la Russie qui gagne d'un point de vue militaire. Les États-Unis veulent se retirer, les États-Unis veulent négocier avec Russie sur tout un tas d'autres sujets qui ne concernent pas l'Ukraine. L'Ukraine n'est que la partie immergée de l'iceberg des négociations entre Washington et Moscou. Poutine a tout intérêt à presque continuer la guerre s'il veut gagner du territoire. C'est les Américains qui sont le plus pressés à se retirer de cette guerre. Donc la mission de Zelensky va être particulièrement compliquée aujourd'hui et on va voir ce que cela donne à la fin de la journée. Alors on l'a vu il y a quelques minutes, Trump rencontre Zelensky dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Trump nous dit, ça vient de tomber, qu'il y aurait une possibilité que quelque chose puisse résulter de la rencontre avec les Européens, avec Zelensky. Mais finalement, comme vient de nous le dire Emmanuel Pouchelet et Nicolas Merkovitch, que effectivement Zelensky, au niveau du front interne, il est affaibli. Il y a un certain pan de son cercle qui veut continuer la guerre. Malheureusement aussi, c'est une guerre qui a fait beaucoup de mal à l'Ukraine. On parle, les généraux américains parlent d'une perte de 600 000 hommes ukrainiens. Donc c'est énorme. Zelensky est dans une position très particulière. On n'oublie pas aussi qu'en front interne, il a interdit les syndicats, les élections sont suspendues. Il est dans une position difficile, Emmanuel Pouchelet, ce Zelensky aujourd'hui, il joue son va-tout pratiquement. Vous avez raison de le dire, il joue son va-tout, mais je vous fais remarquer que M. Zelensky... je suis obligé de vous interrompre, Manuel Pouchet, pardonnez-moi, parce qu'on se dirige vers la Maison Blanche avec des images qui nous arrivent avec une journée spéciale justement, où on voit qu'on est... voilà, Zelensky rencontre Trump, on voit, c'est des images qui viennent de tomber, apparemment l'ambiance est au beau fixe, c'est des images en direct. Ça change un peu de l'ambiance d'il y a 6 mois où c'était un peu plus électrique. On verra ce qui en sortira. Zelensky, on l'a dit, va tenter de jouer quand même sa carte, même si sa carte n'est pas très épaisse par rapport à ce qui se déroule en Ukraine et ce qui se déroule au niveau de son front interne. Alors qu'est-ce qui pourrait se dire? On va spéculer, on va parler, on va en discuter. On a dit que tout avait été peut-être esquissé en Corrège avec les deux grandes puissances emmenées par le président Trump et également Vladimir Poutine, où ça a dépassé le cadre de l'Ukraine. On a parlé de l'énergie, on a parlé de l'arrêt des sanctions, on a parlé aussi du futur des relations entre les États-Unis et la Russie. Regardez peut-être la première déclaration de Trump qui est en train de nous dire que peut-être quelque chose pourrait sortir de ce tête-à-tête à la fois avec les Européens, mais avec également les Russes, mais surtout avec Zelensky. C'est plutôt un Trump pragmatique, c'est un Trump faiseur de paix, c'est un Trump qui essaye de mettre tout le monde d'accord. C'est vrai que le dossier ukrainien n'est pas le plus facile. Lui qui avait dit lorsqu'il était candidat qu'il allait résoudre le dossier en 24 heures, et puis après c'était 50 jours, et puis 500 jours. Il a vu que peut-être que sur le terrain, la difficulté était bien au rendez-vous, et que le dossier ukrainien était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe que ne laissait entendre peut-être les premiers rapports qu'il avait lorsqu'il était candidat. Voilà, c'est un tête-à-tête crucial pour la paix. Rencontre Trump-Zelensky que Al24 vous fait découvrir en direct. Nous sommes justement au point avec l'actualité. Ça se passe en ce moment même à Washington, comme vous pouvez le voir. Alors, essayons de spéculer un tout petit peu avec Emmanuel Pouchelet. On va vous donner un peu, peut-être, une occasion de nous faire voir votre imagination. Qu'est-ce qui pourrait se dire en ce moment qu'est-ce qui se sont dit entre Zelensky et Trump de prime abord? Moi, je pense que de prime abord, l'accueil est à la détente, mais moi, je pense que M. Zelensky fait un pas vers la paix. Il est beaucoup plus décontracté et en même temps, je vous ferai remarquer que le langage corporel de Donald Trump est toujours le même. Et en même temps, quand vous regardez sa tenue, la cravate rouge annonce toujours la couleur. Maintenant, en ce qui concerne cette forme de décontraction que l'on voit à l'image,
elle est importante parce qu'en plus, vous l'avez très bien dit, M. Zelensky a changé de costume. Il n'est plus en chef de guerre, il est un peu plus dans la personne plus pondérée, le président plus pondéré qui cherche enfin à négocier. Et je pense qu'il souhaite aussi remercier son hôte qui a peut-être trouvé la voie, peut-être la petite astuce pour, on va dire, convaincre le président Vladimir Poutine pour, on va dire, trouver un compromis de paix. Là, je vais parler de compromis de paix. Parce que c'est important, je pense que l'Ukraine est à bout, elle n'a plus la puissance militaire à cause des 600 000 morts. En même temps, vous avez aussi une lassitude de la population ukrainienne. Moi, j'ai des élèves, si vous voulez, qui viennent de ce pays-là, qui font partie des réfugiés, qui s'agacent aussi de la politique interne. D'ailleurs, pour sauver son bateau, vous avez parlé de la paix, mais M. Zelensky a récemment pris aussi des mesures en ce qui concerne la corruption, puisque c'est un reproche que non seulement lui fait les États-Unis, mais également surtout l'Union européenne. Donc je vous ferai remarquer qu'on ne parle plus d'adhésion à l'Union européenne. Alors bien sûr, a été écarté d'office, que ce soit par les États-Unis et par la Russie, de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc de toute façon, moi je pense que M. Zelensky est contraint, s'il veut sauver la face, puisqu'il n'est plus légitime, je vous le rappelle, ça va peut-être être le président de la paix. Mais est-ce le bon personnage? Moi, je pense que de toute façon, toute la communauté internationale, que ce soit les États-Unis, la Russie ou même l'Europe, puisqu'on parle également de l'Europe ce soir, les résultats sont attendus. Et vous savez, la diplomatie, c'est le temps long. Maintenant, petit rappel, on l'a dit sur le sommet d'Anchorage, en diplomatie, vous avez un verbatim, une expression. Si vous n'êtes pas à la table des négociations, c'est que vous êtes au menu. Voilà, donc tout est dit et je pense que c'est important de le souligner ce soir. Justement, on va tenter de tendre l'oreille pour voir ce qui se dit actuellement même entre justement le président Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky avec des images exclusives de Al24 News. On écoute et on regarde. Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it. Poutine voudrait qu'elle se termine également. Je pense que tout le monde exprime le vœu que cette guerre s'arrête. Donc j'ai personnellement arrêté et mis fin à 6 guerres et celle-ci va certainement prendre fin. C'est un petit peu compliqué et difficile. Il y a beaucoup de raisons qui sont derrière ça et nous allons parler de cela pendant assez longtemps et nous avons parlé des autres guerres. Au Pakistan, nous avons parlé des difficultés. Si vous regardez un petit peu ces guerres qui faisaient ravage, vous allez en Afrique par exemple, vous avez le Rwanda et l'Ouganda et la République du Congo. Donc c'est des guerres qui se prolongent depuis 31 ans. Et nous avons réussi à mettre fin à 6 guerres. Et nous avons aussi réussi à diminuer et à atténuer les capacités nucléaires de l'Iran. Je me sens confiant en fait qu'on réussirait à mettre fin à cette guerre. Monsieur le Président, est-ce que c'est possible de nous dire plus par rapport aux conversations que vous avez eues avec les leaders européens? Nous allons rencontrer un groupe qui est composé de grands représentants, donc 7 pays importants et grands et 7 personnalités importantes. Nous allons avoir des suggestions. Donc ils veulent de la paix, ils veulent la paix, ils veulent voir la paix. Monsieur Trump, est-ce que vous pensez qu'il est juste que pour la Russie et pour l'Ukraine d'assurer une paix durable? Donc, est-ce que vous pensez que l'accord serait juste pour l'Ukraine? Non, nous allons travailler et travailler d'arrache-pied pour essayer d'obtenir une paix durable. Et je pense que le monde entier serait ravi et content. Monsieur le Président, donc, il y a eu une lettre vraiment émouvante qui a été postée sur les réseaux sociaux, qui était adressée au président Poutine et qui appelait à mettre fin à la guerre à cause des enfants. Pourquoi la Première Dame ressentait que cette lettre était importante? Parce qu'elle pensait que la Russie était le premier ou la première partie à enclencher cette guerre. Oui, parce qu'elle regarde tout comme moi, je regarde également. Je vois des choses que vous ne voyez pas. C'est horrible, mais elle a un grand amour. Elle porte un grand amour pour les enfants. Elle a un enfant, un garçon
qu'elle aime beaucoup plus que toute autre personne, y compris moi-même. Je déteste le dire, mais c'est la réalité. Elle offre les enfants et elle déteste de voir quelque chose pareil se produire. Ça brise le cœur. Donc tous les enfants qu'on voit à la télé, qui ont peur, maintenant elles sont... C'était une très belle lettre qui a été reçue favorablement par le président russe et elle a demandé qu'elle voudrait voir une fin à cette guerre. Et elle l'a dit d'une façon vraiment ouverte et fière et avec beaucoup de chagrin parce que plusieurs personnes ont été tuées. Donc, j'ai une question pour vous deux. Président Zelensky, donc, vous avez l'air très beau dans ce costume. Oui, j'ai dit la même chose. Hein? J'ai dit la même chose, je lui ai fait la même réflexion au début. Donc, la première question est pour vous, Monsieur Zelensky. Voilà, vous portez le même costume. Moi, j'ai changé, mais vous portez le même costume hein, que la dernière fois. Donc, concernant la paix, donc est-ce que vous allez tenir des élections au pays? Bien évidemment, nous sommes ouverts pour des élections présidentielles. Nous devons le faire dans des conditions de paix. Et nous devons travailler au sein du Parlement parce que pendant la guerre, nous ne pouvons pas organiser des élections, mais après, nous pouvons le faire. Nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de vérité pour rendre cette possibilité réalisable pour le peuple, donc pour tenir des élections justes et transparentes. Parce que vous dites que pendant la guerre, nous ne pouvons pas avoir d'élections. Donc pendant l'an et demi dernier, il n'y a pas eu d'élections. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai une question pour vous. Alors, pensez-vous que les médias américains voudraient avoir un accord de paix parce qu'ils sont vraiment critiques par rapport à ce que vous entreprenez hein? C'est un phénomène extraordinaire parce que si je dis Moscou et Pétersbourg et même Saint-Pétersbourg et d'autres régions de la Russie, le niveau de haine et d'animosité augmente. Mais là, nous avons des gens vraiment extraordinaires, mais en contrepartie, nous avons des gens qui sont vraiment mauvais. Et comme je dis, j'ai vu des guerres qui duraient plus de 31 ans, 36 et 38 ans. Donc il y a une guerre qu'on a réussi à résoudre très rapidement. Donc vous devinez de quelle guerre je suis en train de parler. Mais abstraction faite de ce que je fais, abstraction faite de tous les efforts qu'on est en train de consentir. Et quel que soit l'accord que je conclus de mon côté, même si je regroupe président Zelensky et président Poutine plutôt, les gens vont dire président Trump était vraiment terrible. Mais je me suis adapté à cela. Donc j'ai toujours eu de la mauvaise publicité, maintenant j'ai de la mauvaise publicité, mais je voudrais que les gens comprennent que c'est la paix qui compte en dernier recours. C'est vraiment triste de voir ça. Par exemple, ils disent que à cause du fait que Vladimir Poutine est venu aux États-Unis, c'était une défaite monstrueuse pour Donald Trump. Non, c'était vraiment extraordinaire le fait qu'il soit venu. C'était quelque chose de difficile pour lui à faire, hein, donc pour être honnête avec vous. C'était l'opposé de ce qu'il avait dit, mais s'il n'était pas venu, donc ils auraient dit que c'était mauvais pour Trump également. Donc, c'est l'honnêteté du président et je pense que la crédibilité est vraiment très importante et ça ne représente pas l'amour à chaque fois. Maintenant, nous sommes passés d'un endroit non sécurisé
On est passé à un endroit qui est sécurisé, même les démocrates le disent. Donc ma femme et moi, et mon enfant, nous avons dîné ensemble hier. Donc et je m'étais rendu compte que Washington DC était un endroit ou l'endroit le plus sécurisé au monde. Alors mon enfant ou mon fils était venu hier et il a dit qu'il allait sortir dîner hier soir. Donc je leur ai dit, est-ce que vous auriez permis à ça de se produire il y a une année de cela? Ils ont dit non. Donc ça veut dire que vous avez fait de grands progrès et de grandes avancées. Les gens ne pouvaient pas sortir dîner à Washington DC il y a 2 années de cela, mais hier les restaurants étaient plus, donc ils étaient vraiment bondés de peuple ou de personnes. Alors, Monsieur le Président, la semaine dernière, vous avez parlé des conséquences sévères et s'il n'y avait pas d'accord de paix conclu avec la Russie. Alors, donc, si vous regardez, donc je n'ai pas fait de cessez-le-feu et je sais qu'il serait positif et important d'avoir un cessez-le-feu, mais stratégiquement, un pays ou l'autre l'aurait fait. Donc nous avons un cessez-le-feu et nous allons construire sur ça. Mais si on arrive à conclure un accord de paix, donc sur le long terme, c'est très bénéfique. J'aime le concept d'un cessez-le-feu pour une raison bien précise, parce qu'on arrête de tuer les gens immédiatement. Nous pouvons travailler sur un accord tout en continuant à faire la guerre. Donc moi j'espère que nous puissions arrêter cette guerre qui fait ravage et travailler sur ce cessez-le-feu. Alors, quelles sont les garanties que vous pouvez formuler à l'Ukraine? Nous n'avons rien fait dans ce sens. Alors, si vous regardez rétrospectivement, beaucoup d'années avant le règne du président Poutine, donc il n'y avait pas ce genre de choses. Nous n'avons pas discuté ces détails et nous n'allons pas les discuter aujourd'hui, mais nous allons leur fournir un certain niveau de sécurité et de garantie et les gens qui sont impliqués vont nous aider à le faire. Merci beaucoup, Président Trump. Les États-Unis ont donné donc des centaines de milliards de dollars à l'Ukraine. Mais la guerre continue et l'effusion de sang qui continue. Donc, Président Trump, combien les États-Unis sont prêts à donner? Et Président Zelensky, combien vous en avez besoin? Donc, c'était de la vente d'armement. Alors, c'était un peu plus de 300 milliards de dollars et c'était à l'époque de Joe Biden et de politiques corrompues. Ce n'était pas un homme intelligent, mais alors même à 40 ans de cela, il n'était pas un homme intelligent. Mais ça a été fait par une administration corrompue qui ne devait pas exister. Et honnêtement, si les ressources aux élections avaient été données au président, cette guerre n'aurait jamais tenu ou n'aurait jamais eu lieu. Et il aurait été content parce que lui, il a traversé un enfer, parce que cette guerre n'aurait jamais eu à avoir lieu. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués, des soldats, des personnes qui avaient été déplacées à d'autres pays, à d'autres endroits, et tout cela aurait pu être épargné. Alors, je dois le dire, c'était un président terrible, que ce soit sur la question des frontières ou la question de l'Ukraine. C'était vraiment horrible. Je vous remercie. Premièrement, on a la possibilité d'acheter de l'armement des États-Unis dans le cadre de ce programme. C'est une opportunité et je vous remercie d'avoir payé pour cela. Et nous avons besoin d'un programme. Bien évidemment, nous avons quelques problèmes de financement, mais je pense
que ça ne fait pas partie de la guerre ou pour nous défendre, mais ça fera partie de sécurité, de la garantie de sécurité. Et ceci est très important et ça dépend des sommes d'argent dont nous avons besoin. Donc, la défense aérienne, nous étions en train de parler avec le président Trump. Nous en parlions. Donc, personne en Europe dispose d'armes de défense aérienne. Et nous avons besoin de cela de la part des États-Unis. Alors, nous fabriquons les meilleurs équipements militaires à travers le monde. Les systèmes sont littéralement 100% efficaces. Donc, nous pouvons tirer, par exemple, 2 balles dans l'air ou dans l'espace. Donc, l'efficacité à 99% ou 100%. Nous vendons ces armes à l'OTAN et je ne sais pas quels sont les arrangements qu'ils ont avec l'Ukraine. Et sous l'administration de Biden, c'était donc de la dilapidation d'armements. Je pense qu'il y avait 350 milliards d'armements et d'autres équipements qui avaient été distribués. Et j'espère que cela ne se reproduira plus jamais. Alors, vous avez posté sur les réseaux sociaux. Donc, par rapport à... Donc, ça, c'est un sujet vraiment... Mail-in ballot est corrompu. Vous ne pouvez jamais avoir une démocratie réelle avec mail-in ballot. Et nous, en tant que Parti républicain, nous allons faire tout de notre mieux pour nous débarrasser de mail-in ballot. Alors, nous allons essayer de mettre fin à mail-in ballot parce qu'il est corrompu. Et je pense, et vous pouvez me corriger si j'ai tort, c'est le seul pays en fait qu'ils utilisent mail-in ballot. Tout l'argent qu'ils dépensent est approximativement 10 fois plus cher que les paper ballots. Alors nous allons avoir des résultats, voilà, des élections plus transparentes et des résultats plus fiables. Parce que toutes les personnes n'utilisent plus donc les élections par papier. Et je pense qu'il est plus important. Donc, on va arrêter le vote mail-in. Donc, même Jimmy Carter, avec sa commission, l'a dit. Alors, une chose, si vous utilisez le vote mail-in, donc vous n'allez jamais pouvoir avoir une élection démocratique et transparente, parce que c'est la seule façon qui leur permet d'être élus avec les hommes et les femmes, les transgenres et l'ouverture des frontières. Donc ils adorent le crime. Ils me font la guerre. Washington, D.C. est sûr parce que nous n'avons plus de meurtres, d'agressions et ainsi de suite. Et je déteste faire ça, mais ça me fait plaisir en fait de me poser la question parce que nous allons arrêter les élections mail-in parce que c'est un système corrompu. Ils m'ont demandé personnellement donc ma plaque d'immatriculation du véhicule et mon identité. C'est vraiment très difficile de frauder. Et avec les élections mail-in, je me rappelle qu'en Californie, il y a eu de la corruption. Donc, il y avait des personnes qui avaient voté pour 6 ou 7 fois. Alors maintenant, nous avons Si vous avez donc le vote mail-in, vous n'allez pas avoir beaucoup de démocrates qui vont être élus et les républicains doivent être intelligents. Nous n'allons pas avoir de pays. Et je l'ai dit plusieurs fois, vous avez besoin de frontières et vous avez besoin d'élections transparentes et justes. Et en 90 jours, Monsieur le Président, nous allons avoir
Donc 0 personnes qui vont pénétrer d'une façon illégale dans le pays. Donc 0, 0 et 0. Et si vous revenez, si vous remontez le temps, donc il y a 1 année ou 2 ans, il y avait des millions de personnes qui rentraient illégalement dans le pays. Alors, quelles sont les garanties dont vous avez besoin de la part du président Trump pour conclure cet accord de paix? Non, rien du tout. Ça inclut 2 parties. Premièrement, donc une forte armée ukrainienne. C'est quelque chose que nous allons discuter avec vos collègues. Ça concerne les armes, la formation et le renseignement. Et deuxièmement, nous allons le partager, nous allons le discuter avec nos partenaires. Ça dépend de grands pays tels que les États-Unis et d'autres amis. Alors, cette protection du NATO, nous avons des gens qui attendent dans une autre salle, les personnes les plus importantes en Europe, et ils veulent donner de la protection. Ils se sentent forts pour le faire. Et je pense que c'est vraiment très important d'avoir cet accord de paix. Vous avez été impliqué avec les forces de maintien de la paix en Ukraine depuis l'administration donc depuis votre administration. Qu'est-ce que vous allez dire aux personnes en Ukraine qui sont en train de souffrir des agressions de la Russie? J'adore les Ukrainiens, donc c'est des personnes énergétiques, c'est des personnes très intelligentes, ils aiment leur pays et moi, ce que je peux faire, c'est d'arrêter cette guerre. J'adore aussi, j'aime bien les Russes et mon intention, mon objectif, c'est d'arrêter cette guerre. Est-ce qu'il y a des aspects de la discussion avec Vladimir Poutine qui vous ont laissé déçus? Alors, j'étais en train de parler au président Zelensky, et donc j'ai parlé indirectement au président Poutine et nous allons avoir une communication téléphonique après la réunion d'aujourd'hui pour savoir est-ce que nous allons avoir une réunion trilatérale ou pas. Mais si nous réussissons à avoir la réunion trilatérale, ça sera une bonne opportunité pour continuer les discussions. Il va attendre mon appel dès qu'on finit cette réunion. Merci beaucoup. Voilà, vous avez assisté, comme nous, à la conférence, au point de presse avec le président Donald Trump, et le président Volodymyr Zelensky sur cette façon de sortir justement du conflit ukrainien. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à la paix. Nous pouvons parvenir à la paix alors que les combats se déroulent en ce moment même en Ukraine. Trump a dit aussi qu'il était prêt, lui, à faire la guerre et voire inciter Poutine également à opter pour une solution de paix en Ukraine. Zelensky est d'accord. Finalement, tout le monde est d'accord pour faire la paix. Qui veut répondre? Manuel Pouchelet. Moi, je pense qu'en fait, le président Trump, il a dit en début d'intervention, nous sommes fatigués. Il a dit « We are tired of this war ». Nous sommes fatigués de cette guerre. Donc, en langage américain, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a on va dire, ils sont excédés, ils sont épuisés. Je pense qu'il est grand temps de trouver la paix. Je pense que M. Trump a, on va dire, l'opportunité enfin de la conclure. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'il était accompagné. J'attendais vivement le plan élargi de cette conférence de presse, puisqu'à côté de lui, il y avait le vice-président, J.D. Vance, et surtout Marco Rubio, secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères. Maintenant, il l'a dit, dans une autre pièce, attendent les autres grands acteurs de l'Union européenne. Il n'a pas dit des acteurs de paix, il a dit des autres acteurs. Moi, j'espère que Washington va enfin conclure un accord de paix. D'ailleurs, vous l'avez entendu, dans sa conférence de presse, il a parlé de paix, il n'a pas parlé de cessez-le-feu. Donc, preuve en est que les Américains voudraient que ce conflit cesse. Il a même d'ailleurs refait le bilan des dernières guerres qu'il a arrêtées, mais je vous ferai remarquer qu'en fait, les dernières guerres qu'il a arrêtées sont des guerres en fait qui sont également menées par la Chine, qui est son principal concurrent. Donc, si vous voulez, le fait de faire la paix en Europe,
lui permettrait de concentrer tous ses efforts et renforcer son endiguement de la Chine, pour lequel il espérerait également avoir le soutien de la Russie. Mais là, c'est encore nettement moins probable, puisque dans 15 jours, vous avez un sommet en Chine, à Tianjin, pour lequel est invitée d'ailleurs la Russie. Et on a vu quelques esquisses aussi du grand défilé militaire de la victoire que Pékin propose. Donc, preuve en est qu'on est toujours dans un dialogue de force. Les États-Unis l'avaient démontré à Anchorage avec le défilé d'un bombardier B-2 et de 4 F-22. Maintenant, la paix est à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, on a remarqué cette forme de décontraction, parce que je pense que sur le mot paix, M. Zelensky est enfin d'accord, alors qu'il souhaitait quand même poursuivre et se borner à son discours, qui est tout à fait légitime. C'était de retrouver l'entièreté de ces territoires. Maintenant, je pense que M. Poutine et M. Trump ont peut-être trouvé un compromis, mais maintenant, rien n'est moins sûr. Nicolas Merkovitch, comme vient de le dire Manuel Pouchelet, vous l'avez entendu avec moi, la conférence, le point de presse entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, on est tous d'accord pour une sortie du conflit ukrainien, sauf qu'il y a une inconnue, c'est le président russe, lui qui continue les combats en Ukraine. Tout n'est pas encore réglé, loin de là. Les Russes connaissent très bien la géopolitique américaine. Ils savent que c'est très difficile de leur faire confiance. Et même si Donald Trump peut paraître sincère et veut vouloir mettre fin à la guerre, il a une administration autour de lui qui est très en faveur de la guerre. Il y a un complexe militaro-industriel qui vit de la guerre. Et je pense que les Russes se disent on ne va pas attendre des négociations. Et les Russes sont en train de gagner d'un point de vue militaire en ce moment. Ils n'ont jamais gagné autant de terrain que ces dernières semaines, que ces derniers mois. Et c'est plutôt dans leur intérêt de poursuivre. Rappelons en plus que les Russes ont inscrit dans leur propre constitution les quatre régions ukrainiennes. Sur ces 4 régions, aujourd'hui, je pense qu'ils ont à peu près 90% des territoires, mais ils n'ont pas la totalité, ils ne dominent pas la totalité des territoires qu'ils ont inscrits dans leur propre constitution. Donc, ils ont intérêt de continuer. Et c'est aussi un moyen de faire, d'avoir un levier de pression sur Washington et même sur Zelensky dans le cadre des négociations. Donc, je pense que non, la Russie ne va pas s'arrêter, parce qu'en plus, s'il n'y a pas d'accord, la guerre va se poursuivre, ce qui est une éventualité, évidemment, si personne ne se met d'accord autour du projet de Trump. Alors, on a enfin pu le récupérer. Il s'agit de Guy Mettan, spécialiste des relations internationales. Je ne sais pas s'il a écouté avec nous la conférence de presse. En tout cas, on va lui résumer quelques points. Est-ce que Guy Mettan est avec nous ? Oui, oui, je suis là. Bonsoir Guy Mettan. Alors, Bonsoir. ce qui est sorti du point de presse, c'est que tout le monde, globalement, est d'accord pour la paix. On met à côté, à la marge, un peu le président Vladimir Poutine. Mais en tout cas, Zelensky, lui, a dit 2 choses très importantes, qu'il était d'accord pour la paix et qu'il était aussi ouvert pour des élections libres. On le rappelle qu'en Ukraine, les élections sont suspendues, les médias sont un peu circonscrits peut-être à des surveillance un peu accrue, les syndicats aussi vivent des jours un peu difficiles. En tout cas, vous l'avez compris, Zelensky excuse ça en termes de mesures d'urgence par rapport à la paix. Mais en tout cas, il est d'accord pour une sortie de crise. Oui, absolument. C'est la première fois qu'on entend ça dans la bouche de Zelensky. Quand même rappeler que jusqu'à maintenant, les principaux opposants à la paix ont toujours été les Ukrainiens et les Européens. Moi-même qui vis à Genève, au cœur de l'Europe, quand on osait prononcer le mot paix, le mot négociation durant ces dernières années, on était considérés comme des traîtres, comme des suppôts de Poutine, comme des agents russes, etc. Alors maintenant, on constate une évolution du discours pour une raison simple, c'est que à Anchorage, le silence même observé par Trump et Poutine après leur réunion, et pour moi c'est une très positive, ça veut dire qu'on était, d'ailleurs ça a été esquissé par les 2 présidents, on a trouvé un terrain commun. On était à 90% d'accord. Et ça c'est une grosse progression, on va dire, dans les discussions. Et là maintenant, le président ukrainien a senti que le vent allait tourner, il a senti qu'il pouvait plus se contenter de redemontade, de chantage affectif, émotionnel, etc. Et qu'il fallait que maintenant, il entre sur le terrain concret des concessions. Alors, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un changement dans le discours et dans le fond, ce qui permet d'être relativement optimiste sur l'issue de ces discussions maintenant à Washington. Personnellement, je pense qu'il faudra ensuite revenir près de la Russie, voir si les Russes sont d'accord et probablement
qu'on va essayer encore de remettre en cause ce qui avait été acquis à Anchorage pour essayer de maximiser les gains contre la Russie. Donc on va commencer un match de ping-pong, mais disons maintenant on entre dans l'art, si vous me permettez l'expression, on rentre dans le vif du sujet, et ça, je crois que c'est quand même un gros progrès. C'est vrai qu'on organise des points de presse, il y a beaucoup de diplomatie, de négociations, mais il y a aussi la réalité du terrain, ce qui rend peut-être la bataille des négociations difficile, même pour Washington, puisque l'armée russe, on le rappelle, depuis 2022, a avalisé 100 000 km² de territoire ukrainien, en plus de la Crimée. C'est ça aussi le réel, c'est-à-dire le terrain militaire est obligé de trancher ce type d'équation et surtout s'inviter dans ce type de négociations. Ça pèse forcément, Manuel Pouchelet. Vous savez, dans l'armée, le terrain commande. Maintenant, la victoire des Russes, elle s'explique aussi par une chose. C'est que l'armée ukrainienne, elle est équipée de vecteurs de l'OTAN qui sont ni plus ni moins que de briques de broc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des systèmes d'armes. Un système d'armes, pour faire plus clair pour les téléspectateurs, c'est-à-dire des chars qui communiquent avec des avions, avec des fantassins, avec tout type de matériel déployé au sol. Et l'armée ukrainienne n'a pas ces vecteurs-là. L'armée ukrainienne n'a pas le renseignement, c'est-à-dire heureusement que les Américains lui fournissent le renseignement, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu mener, on va dire, certaines contre-offensives. Maintenant, il faut dire aussi, on a quand même eu, au niveau de l'OTAN, de gros doutes. Quel était le but de l'opération de l'armée ukrainienne à Koursk ? Quel était le but de cette contre-offensive qui finalement est un échec? L'armée russe, il ne faut pas l'oublier, a conservé toutes ses pleines capacités. En plus, elle a un atout énorme qui est le complexe militaro-industriel, chose que n'a pas l'Ukraine, et même en Europe. Ce complexe militaro-industriel a été remis en cause. D'ailleurs, même M. Macron a dû accélérer, on va dire, la dotation budgétaire pour que les armées françaises s'améliorent, puisque l'armée française est parmi une des premières armées de l'Europe. Et d'ailleurs, même M. Trump en a profité aussi, parce qu'il équipe maintenant l'armée polonaise. Et en fait, quand vous regardez tout ça, finalement, cette bataille sur le terrain, l'Ukraine n'a pas la capacité militaire, de résister, mais le terrain commande, et il faut reconnaître que la Russie a la supériorité technique, technologique et numérique. Nicolas Merkovitch, on l'a dit que les revendications de Vladimir Poutine, alors pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, pas de soldats américains en Ukraine et des territoires de l'Est, en passe d'être validées par Moscou. C'est pas très clair, en tout cas en Corrège, on ne sait pas ce qui en est sorti réellement. Alors, avec ces données finalement, qu'est-ce que Trump a proposé aux Européens ? Alors, dans la dernière question de cette conférence de presse, on pose la question directement à Trump sur l'OTAN. Il ne répond pas et dit qu'il y aura certainement des engagements de sécurité pour l'Ukraine. Et c'est ça ce qui va être, je pense, demandé aux responsables politiques européens qui sont présents à la Maison-Blanche ce soir. Je pense que la Russie est assez claire dans ses demandes depuis le début. Jusqu'où est-ce qu'elle veut aller, on ne sait pas. Mais elle a défini ses lignes rouges. Et dans ces lignes rouges, il y avait clairement le fait que l'Ukraine ne pouvait pas rentrer dans l'OTAN. Et j'explique juste à nos téléspectateurs pourquoi. Parce que sur cette plaine d'Ukraine, eh bien, historiquement, c'est toujours par là que des forces européennes sont entrées en Russie, que ce soit la France. Alors nous, on est passé un peu par la Biélorussie, mais c'est autre chose. Mais les Suédois, les Polonais, les Lituaniens, les Allemands 2 fois. Donc c'est une zone très stratégique. Et avoir une organisation militaire radicalement hostile à la Russie sur la frontière russe, c'est quelque chose qui est complètement inimaginable, quel que soit le pays. Donc ça, que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, c'est vraiment une ligne rouge et je ne vois pas du tout comment la Russie pourrait revenir là-dessus. Donc je pense que c'est ça ce que Donald Trump, une des missions compliquées pour Trump, ça a été de dire aux Européens, l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que la Russie continuera le combat jusqu'à ce que cela soit acté par l'Ukraine ou par d'autres responsables atlantistes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Je pense aussi que Trump va vouloir négocier quelque chose avec Poutine pour montrer qu'il n'a pas perdu la face. On ne sait pas tout. Est-ce que c'est des échanges de territoire? Est-ce que c'est la volonté de s'arrêter? Parce que, comme on le disait il y a quelques instants, l'armée russe est en train de progresser. Et n'oublions pas qu'il y a encore une partie d'Ukrainiens qui sont russophones, voire même qui sont pro-russes, qui habitent dans des territoires qui sont aujourd'hui occupés par l'armée ukrainienne. On peut imaginer qu'à Moscou, il y a la volonté d'aller peut-être jusqu'à Odessa, peut-être jusqu'à même la Transnistrie, pour fermer la mer Noire. On ne sait pas jusqu'où est-ce que l'armée russe va aller d'un point de vue militaire, mais tactiquement, ça aurait un sens qu'ils poursuivent cela. Et ça, je pense que Vladimir Poutine a clairement dû le dire à Donald Trump, comme on vient de le dire à l'instant même. Les Russes ont montré que face à l'OTAN, même si l'OTAN n'a pas
de soldats au sol. L'OTAN, clairement, pilote une bonne partie de la stratégie de l'armée ukrainienne, fournit le matériel qui est utilisé par l'armée ukrainienne. Et bien malgré ça, la Russie a réussi à s'adapter au terrain et avance. Donc je pense que Donald Trump le sait. Je pense que ça fait partie des choses qu'il a échangé évidemment avec Vladimir Poutine à Anchorage ce week-end. Et maintenant, il va falloir qu'il le dise aux responsables européens qui, je pense, ne veulent pas du tout l'entendre de cet œil-là, parce que eux, dans le communiqué qu'ils ont fait, donc dans les différents responsables politiques européens, suite à rendez-vous d'Anchorage, ils ont clairement dit qu'il fallait continuer de soutenir et d'armer Zelensky. D'ailleurs, Zelensky, dans la conférence de presse de ce soir, parle d'armement. Il n'a pas parlé de paix, Zelensky. Il y a eu peu de questions qui lui étaient adressées, mais dans les questions qui lui ont été adressées, il a dit qu'il lui fallait de l'armement, qu'il lui fallait de l'aide, et c'est ce que disent les Européens. Donc il va falloir que Trump dise non, ça, vous l'oubliez. En revanche, il a certainement dû négocier avec Vladimir Poutine, peut-être, un accord entre l'Ukraine et la Russie, avec un engagement de la part des Européens, des Américains et des Russes de ne plus prolonger la guerre. Je pense que c'est ça l'enjeu pour Donald Trump. Et d'ailleurs, Donald Trump l'a lui-même écrit sur son réseau social pour lui, en tout cas il y a quelques jours, on sait qu'il est un peu volatile et qu'il peut changer d'humeur ou d'opinion, mais il a clairement dit que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important pour Moscou. Nicolas Merkovitch, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste politique et auteur. Merci d'avoir nourri les échanges. Je vous dis à bientôt. Je tiens à remercier également Manuel Pouchelet, géopoliticien. Merci d'avoir patienté avec nous durant la conférence de presse. Merci messieurs. Je vous dis à très bientôt et tout de suite la coupure publicitaire et on revient juste après pour la deuxième partie. Bienvenue pour cette seconde partie d'émission avec cette paix qui est peut-être en train de se conclure à Washington. On a assisté à une conférence de presse, un point de presse entre le président Zelensky et Donald Trump où tous les deux se sont dit prêts, d'accord pour valider une paix en Ukraine, sauf qu'il y a un facteur peut-être qui n'est pas encore dans la table des négociations puisqu'il s'agit du président Poutine, le président ukrainien qui était à Anchorage justement pour discuter des intérêts russes et de la place de la Russie au sein de l'Ukraine, mais également au niveau des relations internationales. Pour en parler, je reçois un spécialiste de relations internationales, journaliste et également directeur de publication du Jeune Indépendant, Kamel Mounsari. Bonsoir. Bonsoir Karim. Vous avez assisté avec nous, avec ce point de presse entre le président Trump et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. On l'a dit, ils sont tous les deux d'accord pour une sortie de crise en Ukraine, mais est-ce qu'ils sont d'accord pour lui donner la même teneur ? C'est-à-dire, si on compare ce qui s'est produit avec Vladimir Poutine vendredi dernier, donc on est dans une sorte de schéma dans lequel autant les Américains et les Russes que les Européens et Zelensky évidemment veulent aller vers une solution. Ce qui reste problématique aujourd'hui, c'est de définir les contours de cette paix voulue par tout le monde. C'est-à-dire, Vladimir Poutine est parti avec ses conditions. Et en même temps, on voit les Européens et Zelensky qui arrivent avec leurs conditions et également les Américains ont leurs conditions. Pour le moment, nous sommes dans une sorte de démonstration de bonnes intentions, mais pas pour le moment, il n'y a pas de négociation directe sur les thèmes ou la teneur de ce que veulent les uns et les autres pour aboutir à ce qu'on appelle un compromis. On est aujourd'hui dans une posture de condition. Trump essaye de concilier les positions des uns et des autres, mais on attend aussi la réunion qu'il va avoir entre Trump et les leaders européens pour voir un petit peu et arriver à des contours de cette négociation ou bien du plan, de la feuille de route qui va être tracée pour arriver à une solution globale qui va certainement prendre du temps. Mais bien évidemment, l'objectif initial, c'est d'arriver à réunir Poutine, Zelensky et Trump, une rencontre tripartite qui marquera le début réel, parce que ça sera une volonté des chefs d'État pour aller vers une solution. Mais pour le moment, on voit un petit peu que Zelensky garde toujours ses conditions, c'est le fait de ne pas céder d'un iota
un centimètre de son territoire. De l'autre côté, Trump qui parle, il est hors de question pour l'Ukraine de réclamer la Crimée, encore moins réclamer, c'est-à-dire l'accès à l'OTAN. Donc on est vers une sorte de... Même les États-Unis sont devenus... essayent de démontrer aux Ukrainiens d'être réalistes et d'être pragmatiques, d'oublier deux conditions posées par la Russie qui font partie de sa revendication sécuritaire. C'est le fait que l'Ukraine se transforme un nouveau bastion de l'OTAN qui est certainement une menace. Et c'est ce que les Russes refusent depuis 2008. C'est-à-dire qu'on se rappelle également de ce fameux plan, le plan Kellogg. Vous êtes un observateur du dossier ukrainien. Le plan Kellogg, on le rappelle, qui était une proposition de l'administration américaine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ce plan prévoyait un gel des lignes de front, la création d'une zone démilitarisée. Alors, une partie de l'administration américaine était pour, et une autre partie, comme on sait que Steve Witkoff était complètement contre. Alors, on dit que Trump est un peu excentrique, un peu fou, un peu loufoque. Mais aujourd'hui, on a affaire à un Trump plutôt pragmatique face à des Européens qui ne sont pas vraiment dans le réel. Vous savez, donc l'administration Trump nous a habitués par ses sorties contradictoires. Donc parfois, oui, il va dans une direction puis nous amène vers une autre. Mais on a une indication qui est son numéro 2, J.D. Vance. Lorsque J.D. Vance s'est engagé dans le conflit ukrainien à partir de février dernier, il avait dit une chose, c'est que la menace pour les Européens n'est pas la Russie. Donc on voit qu'il est aujourd'hui vers une posture qui veut refonder, si vous voulez, cette coalition, lui démontrer que le partenariat avec la Russie est plus bénéfique à l'Europe que l'hostilité à l'égard de Moscou. Mais en même temps, quand on revient à ce que propose Kellogg, il y a des similitudes avec ce qui a été proposé en Minsk 2, en Minsk 1. Donc, on revient aux lignes de démarcation. Ce sont les propositions traditionnelles dans lesquelles les deux partis russes et ukrainiens sous la supervision européenne qui étaient garantes, et également les États-Unis, étaient arrivés à faire appliquer ça, mais la réalité du terrain les a bousculés du moment qu'il y a eu un coup d'État à partir de 2014 qui a tout chamboulé, donc les lignes de démarcation n'étaient pas respectées. Et aujourd'hui, on voit ce qu'essayent de faire les Ukrainiens, c'est-à-dire que créer des zones qui vont être négociées. Aujourd'hui, par exemple, la Rada ukrainienne avait décidé de faire en sorte à ce que Kramatorsk et Zoliansk, les deux villes qui se trouvent au Donetsk, soient rattachées à Kharkov parce qu'il y a une idée, il y a le fait que les deux territoires, ce qu'on appelle les propositions d'échange de territoire. Donc les Ukrainiens cèdent Kherson pour les Russes, et que les Russes cèdent Kharkov et également la ville de Sumy. Et donc, nous sommes dans une sorte on essaye de reconstituer le territoire et la géographie. Et ça, ce sont des calculs de terrain qui se font actuellement. Donc, même si les deux parties sont en train de démontrer de bonnes intentions, la réalité du terrain est en train de dire le contraire, qu'on est en train de manigancer, on est en train de manœuvrer pour avancer les pions, et c'est ça qui va rendre demain, techniquement, le partage ou bien le plan de Kellogg un peu difficile parce qu'il faut délimiter la géographie, où se trouvera demain la ligne de démarcation et où va être la ligne de front qui va redessiner les frontières sur la base de la réalité actuelle et non pas celle de 2014. La réalité actuelle, Emmanuel Pouchet l'a dit, c'est peut-être la réalité militaire, elle, qui va peut-être trancher ce type de questions. Alors avec nous avons Karine Béché-Golovko, spécialiste de la Russie, juriste, enseignante. Vous intervenez à partir de Moscou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, Karine Béché-Golovko, on a fait pas mal d'émissions sur le conflit ukrainien depuis 2022. Aujourd'hui à Washington, la réalité semble primer sur la communication. Moscou décide, Washington tente de sortir la tête haute, on l'a vu à Anchorage. Des Européens, eux, sont peut-être mis à la marge, on ne va pas dire sacrifiés, mais en tout cas marginalisés. Zelensky, lui, est un peu campe sur son impuissance, il est un peu un figurant, c'est un peu cynique de dire les choses, mais ce qui semble ressortir de cette dialectique qu'on a vu à Anchorage et qu'on voit aujourd'hui à Washington.
Alors, effectivement, il y a quand même un élément qui est important, c'est de noter que cette réunion intervient après l'échec flagrant de la réunion, en tout cas pour les globalistes, entre Trump et Poutine, et cela donne vraiment l'impression que les globalistes ont besoin de sauver la face. Sur le fond, il semble surprenant, en tout cas, qu'il puisse arriver à un accord réel. D'ailleurs, dans les premières déclarations que l'on a eues dans la journée, il y a eu beaucoup de contradictions, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de flou. Et même les médias disent qu'a priori, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un quelconque accord formel derrière, il ne faut pas attendre à quelque chose de concret derrière, c'est plus un processus de négociation. Donc cela ressemble effectivement beaucoup à la réunion de certaines forces qui comprennent que, ils ne peuvent pas perdre ce conflit, et ça d'ailleurs Trump l'a déclaré aujourd'hui, s'il n'y a pas de rencontre tripartite entre Trump, Poutine et Zelensky, puisque tel est réellement leur but, dans ce cas-là, la guerre va continuer. Donc la question n'est pas de savoir si les globalistes vont arrêter ou non de fournir le fonds ukrainien, parce qu'ils n'ont pas du tout l'intention de capituler. La question est plutôt de savoir quelle pression politique et médiatique ils peuvent tout d'abord exercer sur la Russie pour la conduire à accepter une rencontre tripartite, ce qui la mettrait en position d'infériorité. Et deuxièmement, de savoir quelle configuration pourrait être mise en place sur le front afin de soutenir l'action de l'armée atlantico-ukrainienne contre la Russie, puisque actuellement la Russie a l'avantage sur le terrain. Et rappelons quand même que ce qui fait gagner une guerre, c'est quand même l'armée, c'est l'industrie militaire, et ça, la Russie, elle, est en bonne position. C'est ce qu'on disait, le terrain militaire est là pour trancher peut-être la dialectique de la guerre, justement. Mais comment vous a semblé, je ne sais pas si vous avez suivi la conférence de presse ou le point de presse entre le président Trump et Zelensky, comment vous avez, qu'est-ce que vous avez observé, qu'est-ce qui vous a marqué? On a vu un Trump plutôt un peu crispé, la même attitude peut-être en Corée, où il s'attendait à un cessez-le-feu, le cessez-le-feu n'a pas été validé, on sentait que Poutine avait un ascendant. De son côté, Zelensky arbore du noir, c'est peut-être la symbolique qu'il a pour dire que la guerre est en train de faire ravage en Ukraine. Enfin, globalement, qu'est-ce que vous avez perçu de cette scène? C'est effectivement, quand vous dites scène, c'est le mot exact, puisque nous sommes réellement dans une opération de communication. C'est-à-dire que nous voyons Zelensky qui est arrivé en costume, tout a été bien mis en avant, cela a été bien souligné, ce qui normalement n'a absolument pas du tout sa place dans une conférence de presse, si réellement nous sommes à la porte de la fin d'un conflit qui est déjà un conflit mondial. Donc nous voyons bien qu'il y a une mise en scène totale, ce qui montre aussi que finalement, sur le fond réel, il y a beaucoup de vide. Donc, il y a besoin d'insister. Le fait que Trump ait remis le même costume que pour la rencontre avec Poutine, pour marquer une certaine continuité. Nous voyons que l'attitude des Américains envers leur marionnette Zelensky n'est pas conflictuelle cette fois-ci, et pour cause, parce qu'ils ont besoin que la marionnette joue son rôle jusqu'au bout et en tout cas tente d'amadouer Poutine dans un piège. Or, ils ne peuvent pas se permettre aujourd'hui, s'ils veulent arriver à cette fin, de jouer la scène qui avait été jouée avant dans ce même bureau Oval, à savoir celle de la confrontation soi-disant entre des États-Unis et une Ukraine qui serait donc absolument souveraine et d'un président qui ne serait pas une marionnette mais un véritable président. Donc il y a bien la mise en scène, cette volonté de tendre un piège. Et pour l'instant, la Russie, en tout cas, résiste, ce qui montre bien que toutes ces manœuvres politico-médiatiques ne fonctionnent que lorsque le sujet vers lequel elles sont dirigées est suffisamment faible pour accepter de jouer selon les règles de l'ennemi. Alors nous rejoint à partir de Fribourg en Suisse Bernard Wicht, analyste politique et spécialiste de la chose militaire. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, ce conflit en Ukraine était aussi un conflit entre la Russie et les États-Unis. Vous avez beaucoup travaillé, vous, sur les fameuses guerres par proxy. Et les leaders européens étaient peut-être encore plus radicaux par rapport à Washington. Washington qui utiliserait, elle, une guerre, en tout cas par intermédiaire européen. Les Européens sont un peu plus va-t-en-guerre. Sauf quand on étudie au niveau des armes américaines, il semble qu'il y aurait un décrochage technologique américain par rapport à l'armement russe, notamment en ce qui concerne les armes hypersoniques. Les Russes sont supérieurs, tous les spécialistes militaires le disent. Il y a quelques mois, on l'a vu avec le missile l'Orochnik, qui s'appelle, enfin en russe, ça veut dire le noisetier. Alors vous, le spécialiste de la question militaire, on oublie de dire que la force pèse malgré tout dans la démocratie. C'est ça qui peut-être à renfreiner le positionnement américain. Alors, si vous me permettez, j'aimerais ne pas aborder directement les questions proprement militaires et l'armement, mais rappeler que l'objectif du président Donald Trump, c'est de dégager les États-Unis de toutes les lourdes implications stratégiques des gouvernements précédents. Que ce soit le gouvernement Biden, que ce soit le gouvernement Obama, que ce soit les gouvernements Bush, et parce que ces gouvernements ont entraîné les États-Unis dans des guerres interminables qui ont coûté très, très cher à la nation américaine. Et donc, c'est ce que l'historien Paul Kennedy appelle la surexpansion impériale. C'est-à-dire que lorsqu'une grande puissance arrive au leadership, et là, c'est sans doute le plus grand leadership de l'histoire, c'est le leadership mondial des États-Unis, alors elle se retrouve rapidement avec des surcharges en termes d'obligations stratégiques. Et donc, c'est ce que les États-Unis ont vécu depuis, on peut dire, les années 90 et les premières guerres en Irak. C'est un problème d'empire, en fait. C'est un vrai problème. C'est exactement un problème d'empire. C'est que les charges impériales deviennent beaucoup plus lourdes que la production industrielle et économique de la superpuissance. Et donc, ces surcharges impériales qui se manifestent en termes d'obligations militaires, en termes d'intervention militaire, en termes de soutien stratégique aux alliés, etc., finissent par tirer la puissance vers le bas. Et Donald Trump, même s'il ne le dit pas de manière aussi explicite, c'est exactement ce qu'il veut, en tout cas en termes de politique étrangère, ce qu'il veut supprimer. Il veut supprimer ces obligations militaires qui ont tiré la puissance américaine, la nation américaine vers le bas. N'oublions pas qu'ils ont été 20 ans en Afghanistan, que la première intervention en Irak date de 1991, que la deuxième date de 2003, et qu'au fond, depuis 1991 et jusqu'au départ d'Afghanistan, c'était en 2021, un départ assez dramatique, les États-Unis n'ont pas cessé d'être en guerre. Or, cette situation les attire vers le bas, ruine l'économie, ruine l'activité sociale. Les classes moyennes et populaires sont celles qui en font les frais. Or, 33 000 milliards de dollars de dette, on le rappelle, pour les États-Unis. Exactement. Et quand Donald Trump dit son MAGA, Make America Great Again, c'est pas d'en faire le super leadership, c'est de la dégager de ses obligations pour que la nation américaine redevienne au fond ce qu'elle a été, c'est-à-dire
une source de dynamisme économique. Et donc, on voit dans son activité qu'il est assez... Alors, c'est quelqu'un qui est assez difficile à suivre parce que on va dire qu'il gouverne par tweet, donc évidemment, ça plaît à la presse, donc 3 fois par jour, 4 fois par jour, on a des informations qui se contredisent, donc c'est toujours un peu difficile. Mais si on regarde la ligne de fond, il cherche à se dégager absolument de la guerre en Ukraine. Il est prêt à faire la paix avec la Russie en se disant, avec la paix en Russie, j'aurai de nouveaux débouchés économiques, peut-être. Il a fait la paix, on verra si elle tient, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Bernard Wyche, au fond, vous nous dites que le rythme effréné en Ukraine et ailleurs pour l'Empire américain est en train de le rendre un tout petit peu malade. Donc peut-être que ça joue aussi au niveau du domaine militaire. Donc je reviens à ma question initiale. C'est ce qui explique peut-être que dans la technologie militaire au niveau, par exemple, des armes balistiques, des missiles balistiques, les États-Unis n'arrivent plus à suivre les Russes, eux qui, contrairement, sont en train d'enregistrer des prouesses en termes de technologie militaire. Alors, il est certain que les industries de défense russes se portent très bien. Malgré tout ce que l'on peut entendre en Europe occidentale, l'industrie de défense russe se porte très bien. Maintenant, j'aimerais dire que les percées tactiques en Ukraine, ce n'est pas tellement les missiles supersoniques. C'est quand même la révolution des drones qui est, et d'un côté et de l'autre, et du côté russe et du côté ukrainien, un grand changement sur le champ de bataille. Un grand changement auquel peu d'armées sont préparées. Donc, s'il y a vraiment je dirais, une percée technologique dans cette guerre, je pense que c'est d'abord l'affaire des drones qui se révèle être une arme extrêmement bon marché, tout en étant extrêmement efficace. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et de ce côté-là, aussi bien la Russie, aussi bien l'Ukraine ont montré des capacités tout à fait impressionnantes dans ce domaine-là, qui d'ailleurs sont en train de créer un peu des cheveux blancs aux armées dans le reste du monde. C'est un peu la géopolitique des drones. Kamal Mansar, une réaction? Je voudrais revenir par rapport à ce qui a été dit sur la stratégie américaine de repli. Donc c'est une posture, c'est une vision qui a été déjà initiée par Trump lors de son premier mandat. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il la concrétise d'une manière un peu plus brutale et plus directe. Parce que lorsqu'il avait pris les commandes lors de son premier mandat à partir de 2016, il avait décidé de se retirer en premier lieu du conflit de Proche-Orient, de reprendre, c'est-à-dire replier les forces américaines. Il avait été encore plus loin en décidant de retirer les troupes américaines qui se trouvaient au Corée du Sud. N'étaient ses conseillers ou l'État profond qui avait caché. Et ça a été, Bob Woodward avait affirmé que le décret exécutif qui devait se signer pour retirer les troupes américaines de la Corée du Sud ne l'a pas été montré, donc c'est pour ça que ça fait dans l'oubli. Ça, Woodward l'avait signalé. Un président américain qui a un filet à la patte, alors il ne fait pas ce qu'il veut. Oui, c'est-à-dire que il a tellement signé que probablement, mais ça a été tellement pour ses stratèges et ses proches collaborateurs, a été une erreur stratégique qui profiterait à la Chine, parce que la présence américaine au Japon et en Corée du Sud, c'est pour contenir la Chine, parce que cette politique de containment, d'endiguement qui était décidée par l'administration Trump américaine jusqu'à aujourd'hui, se base sur la force militaire. Lorsqu'on revient à la situation en Ukraine aujourd'hui, on voit que la première des choses que Trump avait déclarées, c'était les pertes financières. Ces 360 milliards qu'il répète sans cesse et qui ont été vraiment une hémorragie pour le Trésor américain, que le contribuable américain payait une guerre
dont il ne bénéficiait pas, qui faisait. Et là, le reproche qui a été constamment brandi à l'égard de l'administration de Biden, de dire que vous avez mené l'Amérique vers une faillite financière et vous avez alourdi la dette publique américaine. Aujourd'hui, ce que préconise, ce que déploie Trump, c'est de dire aux Européens, c'est à vous de vous protéger, c'est à vous d'aller vers le cas. C'était surtout après la rencontre entre lui et Zelensky le 28 février dernier, de dire que nous n'allons plus continuer à défendre l'Ukraine ni à financer cette guerre qui ne bénéficie pas aux États-Unis surtout. Or, c'est ça qui a créé une sorte, et d'ailleurs Trump l'a fait partout, en créant le Dodge, c'était le but de justement stopper l'hémorragie financière, que ce soit sous forme d'aide, sous forme d'implication militaire, en armement et tout. Donc, si l'Ukraine veut acheter des armes américaines, qu'elle doit le payer elle-même et non pas en forme d'aide pour une raison stratégique ou quoi que ce soit. Donc, il y a cette volonté chez Trump de finir la guerre parce qu'elle est coûteuse. Et il veut passer une autre étape, c'est-à-dire aller vers des gains financiers et des gains d'investissement et mercantiles. Trump ne voit pas les relations entre les pays en termes de jeux d'échecs ou jeux stratégiques en matière de guerre, mais en matière de gains financiers. Donc c'est pour cela, lorsqu'il avait reçu Poutine, avant de monter dans Air Force One, il avait déclaré que Poutine allait venir à Washington accompagné d'hommes d'affaires qu'il avait l'intention d'investir, parce que c'est cela, le discours qu'il a tenu aux Américains. Ramener de l'argent, ramener des financements. Et en contrepartie, lui et les compagnies américaines allaient justement investir dans le secteur minier, dans le secteur énergétique en Russie. Donc la partie financière, la partie investissement n'échappe jamais à la logique de Trump, mais en même temps, la guerre reste, mais sans pour autant être coûteux. Il a certainement joué parfois à la menace en faisant le chaud et le froid avec la Russie, mais là, cette dernière rencontre a un petit peu freiné ses ardeurs en matière d'options militaires. Il est dans une logique de paix. Ça va être très compliqué pour lui. Il aspire à arriver à faire ça. Ça va prendre énormément de mois pour aboutir techniquement et politiquement et diplomatiquement, parce que les partenaires sont nombreux. Lorsqu'on voit par exemple la présence du président finlandais, qui est un farouche défenseur de l'Ukraine, c'est parce qu'avant 2022, ce pays-là ne faisait pas partie de l'OTAN, et aujourd'hui il voudrait être un avant-poste de la stratégie de l'OTAN en Europe. Mais comme les États-Unis sont le véritable fournisseur, le véritable maître à jouer au sein de l'OTAN, ils ne veulent pas aller dans cette logique. C'est pour cela qu'aujourd'hui on voit sur le terrain, je termine avec ça, sur le terrain on voit par exemple la Grande-Bretagne qui essaye d'attiser, de faire en sorte à ce que la guerre se poursuive en proposant aux Ukrainiens des missiles Flamingo capables. Ça reste toujours une déclaration politique et de marketing et de menace en disant nous allons fournir aux Ukrainiens des missiles qui peuvent aller jusqu'à 3000 km. Et cela un petit peu l'enjeu. Donc est-ce que Trump pourra-t-il freiner les ardeurs des Européens, notamment son allié stratégique est la Grande-Bretagne, ou continuer dans la logique, c'est-à-dire je veux faire la paix, mais en maîtrisant les cartes moi-même. Modalité. Voilà, on reprend les échanges juste après cette coupure pub. Restez surtout avec nous. À tout à l'heure. Troisième partie, Ukraine, Russie, la paix va-t-elle se décider à Washington? Rien n'est moins sûr, on l'a vu, l'équation est un peu compliquée pour en parler. J'ai avec moi sur le plateau Kamel Mansari et à distance avec Karine Béché-Golovko et Bernard Wicht. On poursuit notre échange. Alors Madame Béché-Golovko, vous qui êtes en Russie, dites-nous, comment a été rapportée la rencontre d'aujourd'hui et la rencontre entre Trump et Poutine qui s'est déroulée en Alaska? Comment les médias russes analysent aussi la réception des leaders européens à la Maison-Blanche?
Alors, pour répondre à votre question, je voudrais rebondir, si vous permettez, sur ce qui a été dit avant, sur le fait de cette volonté de repli de Trump par rapport aux différents conflits qui sont en cours à droite et à gauche. Il me semble que justement pour comprendre l'enjeu de ces rencontres, qu'il s'agisse de la première rencontre entre Trump et Poutine ou de celle qui se déroule actuellement, il faut peut-être remettre certains paradigmes à jour, notamment le fait que lorsque l'on parle du règlement par les États-Unis et donc par les globalistes du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on parle de la capitulation de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan, qui a derrière elle la Turquie, c'est-à-dire l'OTAN. Donc nous sommes dans le cadre, dans ce conflit, réellement d'une récupération du territoire par le groupe globaliste. Lorsque l'on parle des négociations de paix, entre guillemets, en ce qui concerne l'Ukraine, nous sommes exactement dans le même cas de figure, c'est-à-dire que les États-Unis et les globalistes, et en cela Trump n'a absolument rien changé à la donne, ne cherchent qu'une chose, c'est la capitulation, cette fois-ci de la Russie, afin de pouvoir récupérer le territoire. Donc oui, il s'agit effectivement d'une forme de pacification du territoire, mais c'est une pacification qui passe par la réunion de ces territoires pour les faire revenir dans le giron globaliste. Donc nous ne sommes pas du tout dans le cas d'une configuration de la recherche d'une véritable paix stratégique qui prenne en compte les intérêts souverains des États en cause. Et c'est aussi cet enjeu qui a été largement souligné en Russie notamment et dans les médias et lors du discours de Vladimir Poutine suite à sa visite en Alaska. C'est-à-dire que la question n'est pas la question simplement d'une paix à n'importe quel prix, c'est-à-dire d'une paix, d'une Pax Americana, qui en fait est un gel de la situation en attendant de pouvoir à terme derrière obtenir les résultats qui pour l'instant ne sont pas accessibles par les atlantistes. Mais Madame Or, Béché-Golovko, Russie, justement, on s'est posé la question en disant que peut-être qu'il fallait extirper Trump de ce que vous appelez les mondialistes, puisque lui-même critique les mondialistes et les globalistes. Et on s'est posé la question s'il n'y a pas une volonté de faire une paix à la Trump, c'est-à-dire au détriment de l'État profond, puisque ce que vous êtes en train de raconter, c'est-à-dire d'une capitulation qui viserait la Russie, c'était peut-être lors de l'administration Biden, mais aujourd'hui on voit que sur le terrain, même les plus va-t-en-guerre des Américains ne peuvent pas imposer une capitulation à la Russie. C'est improbable, les militaires américains le savent très bien, certains analystes européens le savent. Donc on parle aujourd'hui du présent. Est-ce que c'est possible d'imposer une paix selon les modalités américaines à Moscou ? Je parle aussi du présent. Vous partez du principe que l'élection de Trump a changé, que Trump ne fait pas partie des globalistes. Or, nous entendons Trump dire que, il sera donné à l'Ukraine des garanties de sécurité extrêmement solides. Et nous avons lu dans la presse américaine, notamment par les conseillers de Trump, qu'il s'agissait notamment d'être envisagé de mettre en place l'équivalent de l'article 5 du traité de l'OTAN sans que ce soit l'OTAN. C'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose, mais sans drapeau de l'OTAN, simplement par les Américains et les Européens. On entend Trump également dire que que Zelensky ne s'inquiète pas parce que l'armement du front ukrainien sera pris en charge par l'OTAN. Je ne vois pas très bien ce qui change justement si l'on parle réellement de la situation sur le front entre Biden et Trump. Ce qui a changé, c'est la rhétorique. Maintenant, n'oublions pas que nous sommes aussi dans le cas d'une guerre de l'information. Ce qui veut dire que le discours qui est produit ne reflète pas forcément la volonté profonde du locuteur. Il est important, si l'on parle réellement en termes de discours, justement de se demander pourquoi ce discours est produit et pourquoi il est produit maintenant. Et c'est exactement la question qui se pose en Russie et c'est pour ça que la Russie, heureusement, cette fois-ci n'est pas tombée dans le piège. Parce que la Russie a très bien compris que, il n'était absolument pas proposé une reconnaissance juridique réelle des nouveaux territoires. Et d'ailleurs, Trump vient de le déclarer hier aussi qu'il est hors de question, évidemment, que tout le Donbass puisse rentrer en Russie. 2, la Russie a parfaitement compris
que de toute manière, quand Trump dit que derrière il y aura des garanties de sécurité et que la question de la présence des forces armées européennes sur l'Ukraine sera discutée derrière, que cela est absolument inacceptable pour la Russie. Puisque dans ce cas-là, nous sommes bien dans le cadre d'un gel du conflit, parce que évidemment, oui, maintenant, et je suis d'accord avec vous, les globalistes comprennent qu'ils ne peuvent pas militairement remporter une victoire sur le terrain, or, ils ne peuvent pas se permettre une défaite. Donc pour eux, il est important de geler ce conflit afin de mettre en place à terme les conditions qui mettront leur victoire. C'est ce que fait Trump aussi. Alors, puisque vous êtes en train de nous parler de la rhétorique et pourquoi le discours est produit à ce moment-là, à l'instant, on a entendu un Zelensky nous dire qu'il était prêt à organiser des élections. Comment vous recevez ce type aussi de déclaration? Il a dit qu'il était prêt à organiser des élections lorsque les conditions de sécurité seront réunies, pour finir sa phrase. Or, nous savons très bien que tant que le conflit continue, il estimera que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. L'autre question qui se pose, c'est dans quelle mesure Zelensky décide-t-il réellement du moment où des élections auront lieu ou n'auront pas lieu? Et deuxième question, est-ce que cela va réellement changer quelque chose? Si l'on estime que cela va réellement changer quelque chose, ça veut dire que l'on conçoit que l'Ukraine, qui est un pays qui n'a plus de système étatique autonome, qui n'a plus de système politique autonome, qui n'a plus de système économique autonome, serait quand même, et malgré tout, de manière absolument fantasmagorique, un pays souverain, c'est-à-dire dans lequel un changement de président pourrait permettre de changer le cours politique intérieur du pays. Donc nous voyons très bien que ici aussi, nous sommes dans la mise en scène politique, c'est-à-dire que si l'on change une figure qui a un capital politique absolument épuisé, et Zelensky a effectivement un capital politique absolument épuisé, c'est pour mettre en place une autre figure qui, elle, bénéficiera d'un capital politique tout neuf. De la même manière que, on se rappellera, Zelensky a remplacé Poroshenko à l'époque en disant qu'il allait faire la paix, ce qui n'a pas empêché de ne faire que la guerre. Donc ici aussi, nous sommes dans le discours. N'oublions pas qu'en période de conflit armé, il existe une propagande de guerre qui est extrêmement forte et que cette propagande joue également sur l'importance de manipuler les images, de manipuler le ressenti, notamment par les populations. Or, les Ukrainiens sont fatigués de ce conflit et absolument les émotions. Et donc, il est important de redonner aux Ukrainiens l'idée qu'ils vont finalement pouvoir réellement décider de leur avenir sans qu'ils en aient réellement la possibilité. Parlons d'autre chose avec Bernard Wicht. Alors du côté suisse, comment vous avez perçu ces leaders européens qui caressaient le souhait depuis pas mal d'années, enfin depuis 2 ans, depuis 2022, d'un choc frontal entre les deux puissances nucléaires que sont les États-Unis et la Russie pour l'Ukraine? On a oublié que du côté de Bruxelles, que les armes nucléaires ne sont pas des armes d'emploi, mais des armes de dissuasion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on évite le choc frontal entre des puissances nucléaires. On utilise au contraire peut-être les guerres par proxy. Est-ce que l'Ukraine a été le théâtre de ces fameuses guerres par proxy pour atteindre Moscou? Vous qui avez beaucoup travaillé sur ce sujet, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et où en est-on aussi au jour d'aujourd'hui? Où en est-on? Je pense que ceux qui sont dans le piège maintenant, ce sont les Européens. Ils ont suivi tête baissée l'administration Biden sans se poser de questions. Ils ont, je dirais, décidé que de manière purement, on va dire, caricaturale, que Vladimir Poutine c'était Adolf Hitler et que le président Zelensky, c'était Winston Churchill, et tout ça avec le blanc-seing des États-Unis. Et aujourd'hui, ils se retrouvent sans les États-Unis qui, eux, veulent se dégager de ce conflit, je dirais, peu importe les conditions. Quant au déclenchement de cette guerre, alors, en Europe, on a toujours agité l'argument des droits de l'homme. Pardon ? Oui, la menace poursuit, oui, allez-y. L'argument des droits de l'homme qui seraient respectés en Ukraine et qui seraient bafoués en Russie. Et donc, ce qui est
fondamentalement inexactes. Donc la guerre, selon ce que l'on sait à l'heure actuelle, et d'ailleurs Angela Merkel l'a dit, les accords de Minsk n'ont été approuvés que pour donner du temps à l'Ukraine de s'équiper, de s'armer, pour ensuite reprendre les provinces autonomistes. Donc évidemment, cette guerre, elle a été instrumentalisée par le bloc occidental, elle a été instrumentalisée et donc à l'heure actuelle, le bloc occidental est dans l'impasse. Et dans l'impasse non seulement stratégique, il est dans l'impasse militaire, mais évidemment aussi économique. N'oublions pas que si l'Allemagne a pu devenir une force économique comme on l'a connue dans les années 2010 et ensuite, c'est bien grâce au gaz russe qui coûtait très peu cher et qui a permis à l'Allemagne, au fond, de construire son miracle économique. Donc, à l'heure actuelle, je pense que ceux qui sont dans le piège, ce sont les Européens. Et étant donné l'état des grands États européens, France, Royaume-Uni, Allemagne, je ne vois pas vraiment dans quelles conditions ils pourraient rebondir dans cette situation. Alors, il y a beaucoup de gesticulations, il y a beaucoup de promesses diplomatiques, mais elles me semblent très peu réalistes à partir du moment où les États-Unis, sous la houlette de Donald Trump, ont décidé de se désengager. Merci beaucoup Bernard Wisch. Je rappelle que vous êtes à Fribourg ensuite et que vous êtes analyste politique et spécialiste de la chose militaire. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt. À bientôt. Alors l'Ukraine, ce que nous dit au fond Bernard Wisch, c'est que l'Ukraine a été utilisée pour atteindre Moscou, ce qu'on appelle les guerres par proxy. On sait que l'administration Obama tablait sur ce projet, la fameuse guerre par proxy, ainsi que l'administration Biden d'ailleurs. Et peut-être que l'Europe aussi a été utilisée comme terrain de proxy pour atteindre Moscou, Kamal Mansari. Oui, les faits le disent et les faits sont têtus. Il faut revenir à ce qui s'est produit en 2014 avec l'Euromaïdan. Il y avait un président ukrainien qui était légitimement élu dès qu'il a décidé de se rapprocher de la Russie. C'est-à-dire à se rapprocher dans le sens parce que ses prédécesseurs ont été anti-russes. Donc il a décidé de rapprocher parce qu'il pensait que l'avenir de l'Ukraine dépendait historiquement et économiquement et stratégiquement de la Russie. Yanuchenko est arrivé au fait que s'il n'irait pas dans cette direction-là, la situation s'emmirerait. Mais malheureusement, il y a eu l'intervention américaine, française, allemande et britannique qui ont attisé cette révolution qui reste toujours jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas révélé toutes ses vérités, mais au fil du temps, on a découvert que l'implication occidentale était avérée. Bien évidemment, c'est à partir de là que la situation s'est compliquée, est devenue complexe du moment que quand on dit qu'elle est devenue par proxy, c'est que non seulement c'est l'Ukraine enfin le peuple ukrainien, mais ce sont les dirigeants. C'est pour cela qu'on a vu la montée en puissance de l'extrême droite en Ukraine, ce qu'on appelle l'ukronazie, tel qu'est défini par les médias russes ou par justement ceux qui combattent justement le nazisme. Et c'est là où tout a basculé lorsque le pouvoir en place est devenu un pouvoir qu'on appelle bandériste, en référence à Stéphane Bandera, qu'on appelle en Ukraine le père de la patrie. Donc c'est à ce moment-là que les États-Unis et les Occidentaux globalement ont décidé de justement soutenir cette révolution. Pardonnez-moi, Kamal Sari, retour au direct avec cette photo, cette posture avec le président Trump au milieu et les dignitaires européens, Zelensky juste à côté de lui, peut-être un peu le visage un peu fermé de Macron. Apparemment, les négociations ne sont pas terminées visiblement, avec tout ce qu'on
s'est dit durant l'heure et demie, avec les caractéristiques des États-Unis, de la Russie. Peut-être les Européens ont été un peu laissés pour compte. On le voit aussi, von der Leyen, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle est complètement à la gauche, à l'extrême gauche. Ce n'est pas imposition politique. Et l'extrême droite, nous avons un William Rotto également. Ce n'est pas un positionnement politique, mais en tout cas on le voit. Et c'est la photo de famille entre guillemets, avec le président américain et les leaders européens qu'on vient de voir. C'est en direct à partir de Washington. Alors Karine Béché-Golovko, vous avez le mot de la fin. Je crois qu'on est d'accord pour dire que le conflit en Ukraine va encore perdurer. Effectivement, il me semble difficile de pouvoir donner un pronostic qui soit optimiste, qui soit positif aujourd'hui, parce que nous sommes réellement dans le cadre d'un conflit civilisationnel et comme l'a dit votre collègue sur le plateau, nous sommes confrontés effectivement, et c'est vrai tout à fait, nous sommes confrontés tout à fait d'un côté à une certaine vision peut-être plus commerçante, de notre côté à une vision qui soit plus stratégique. Il est possible effectivement de faire des avancées sur le plan de l'aspect commercial, mais afin de résoudre réellement les problèmes stratégiques qui existent entre d'un côté le monde global et les globalistes, de l'autre côté la Russie, il me semble que malheureusement l'un des deux devra disparaître. C'est-à-dire que tant que les globalistes sont là, la Russie souveraine et tout État souverain ne pourra pas exister. Donc, soit c'est la souveraineté, soit c'est la globalisation à un moment donné. Merci. Et indépendamment de la Russie, les autres pays devront faire leur choix aussi. Merci Karine Béché-Golovko. Je rappelle que vous êtes juriste et enseignante à Moscou. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition spéciale concernant le dossier ukrainien. Je tiens à remercier également Kamel Monsali, directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci Kamel d'avoir nourri les débats. L'émission s'achèvera sur ces mots. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Al 24 News.